Mesdames, Messieurs, merci de toujours renouveler votre confiance à TV+ pour vous informer. Voici les principaux titres de votre journal de ce samedi 31 décembre 2022. À quelques heures seulement du Nouvel An, les Gabonais, comme tous les autres peuples du monde, ont fait des vœux pour une meilleure année. Vous le verrez dans ce journal. Suite au lancement du concours de l'arrondissement le plus propre par le ministre d'État Lambert Noël Mata, la ville d'Oyem se mobilise pour remporter le prix. Au Mali, les 46 militaires ivoiriens qui étaient jugés cette semaine ont finalement été fixés sur leur sort. Ils écopent tous de 20 ans de prison. Bienvenue à toutes et à tous. Dans quelques heures seulement, le monde entier va fêter la Saint-Sylvestre, une célébration bien que traditionnelle mais aux origines pas très bien connues. Nous vous invitons à vous plonger dans l'histoire de cet événement dans ce reportage de Chimène Nindong. Dernière festivité de l'année, la Saint-Sylvestre ne revêt pas de caractère religieux. Certains la rattachent à l'histoire du prêtre Sylvestre, un Romain qui fut élu 33e pape et qui occupa le Saint-Siège pendant 22 ans sous le règne de Constantin le Grand. Il est resté connu pour ses constructions de grandes basiliques romaines. On raconte aussi qu'il aurait dompté un dragon, Sylvestre Ier, devenu Saint-Sylvestre, mourut le 31 décembre 335. Cette fête donnait lieu à de grands festins qui permettaient de faire en bonne compagnie le pont jusqu'au premier jour de l'an 9, puisque Jules César avait fixé la fin d'année au 31 décembre. La tradition voulait que plus le repas était long et les plats nombreux, plus l'année nouvelle serait prospère et heureuse. D'où la tradition d'aligner les petits et grands plats et de festoyer, souvent entre amis, parents, mais parfois aussi avec de parfaits inconnus, afin de passer le cap symbolique de la nouvelle année en échangeant des vœux pendant les 12 coups de minuit, puis s'amuser longtemps dans la nuit. Le réveillon de la Saint-Sylvestre, réveillon du jour de l'an, ou encore réveillon du Nouvel An est une coutume qui consiste à fêter l'arrivée du Nouvel An en veillant jusqu'à minuit le soir du 31 décembre, dernier jour du calendrier grégorien, jour retenu par l'Église catholique pour célébrer le pape Sylvestre Ier. Aujourd'hui, la Saint-Sylvestre est fêtée presque dans tous les pays, à l'exemple du Gabon. Il y a quelques exceptions comme l'Arabie saoudite, où la police religieuse fait respecter le calendrier islamique. Nouvelle année, nouveaux défis dans les rues de Libreville, les vœux divergent. La population s'impatiente de rentrer dans une aventure en toute quiétude. Les souhaits de santé, longévité, prospérité sont adressés dans cet élément de Jessica Andjoa. La nouvelle année 2023 s'annonce en couleur dans les rues de Libreville. Ça se bouscule, les vœux diffèrent. Bon, la santé, bien des choses. Si Dieu nous a accordé santé pendant ces 355 jours, on ne peut que lui remercier, c'est tout. Bien des choses qui continuent à nous garder. C'est la santé, hein. Quand on a la santé, on a tout. Et que la grâce de Dieu aussi nous accompagne. La grâce de Dieu, elle est indispensable. Voilà. La grâce de Dieu, quand on l'a tout. Et mon grand souhait, c'est ces élections qui pointent à l'horizon. Qu'elles se passent dans de très bonnes conditions, sans heurts et sans problème. Traverser une année pour une autre, un moment de joie, de retrouvailles, mais surtout de partage. La santé serait l'élément primordial au regard des vœux. Les vœux de santé pour tout le monde, surtout le peuple du Gabon, les habitants du Gabon, et pour vraiment le relèvement, la prospérité de ce pays, le Gabon. Nous voulons que le Gabon soit restauré par Dieu, parce qu'il est le maître des circonstances, il est le maître de toutes choses. Que le Seigneur vienne vraiment, qu'il ait un regard très spécial et particulier pour ce pays, pour le restaurer et pour le relèvement, et pour que nos cœurs puissent changer. À tous les niveaux, mes enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, à tous les membres de ma famille, maternelle, paternelle, bonne année, beaucoup de santé, l'épanouissement sur tous les plans.
Je souhaite que la paix soit le partage dans notre pays, le Gabon, et que Dieu vraiment touche les dirigeants de ce pays pour que les choses aillent de l'avant. Ils sont nombreux qui se réjouissent de voir 2023, de nouveaux projets, des souhaits innombrables, de nouveaux défis. « 2023 marque également le début de l'année électorale dans notre pays. À cet effet, la Cour constitutionnelle a rappelé au gouvernement l'urgence de matérialiser plusieurs préalables indispensables à la tenue des échéances électorales à venir. Estelle Amban. Annoncé pour novembre et décembre 2022, la délivrance de la carte nationale d'identité CENI et le renouvellement du centre gabonais des élections CGE sont restés au point mort. À ces préalables indispensables au bon déroulement des échéances électorales de 2023 s'ajoute la révision de la liste électorale dont l'effectivité reste attendue à 8 mois de la présidentielle. Un retard considérable qui explique l'inquiétude de la Cour constitutionnelle gardienne du respect de la législation en matière électorale. Le 28 décembre, la présidente de la haute juridiction, Marie-Madeleine Bouranto, et ses collaborateurs ont auditionné 3 membres du gouvernement, les ministres d'État en charge de l'Intérieur, Lambert Noël Mata, des relations avec les institutions de la République, Denise Mekaman, épouse Tati, et le ministre du Budget, Edith Ekirimunombi Oyuomi. Il s'est agi principalement de s'enquérir du niveau d'avancement du processus, mais surtout de rappeler l'urgence d'accélérer la matérialisation de ces instruments. Alors que les partis politiques de tous bords et la société civile sont désormais en ordre de bataille, les membres du gouvernement ont assuré que ces préalables seront mis en place dès le début de l'année électorale 2023. Et nous parlons d'économie à présent, après l'adoption de la loi des finances 2023 par le Parlement, qui consacre plus de 100 milliards de francs CFA pour l'organisation des futures élections, dont 16 milliards consacrés au règlement du contentieux électoral. Le COPIL citoyen saisit la Cour constitutionnelle pour introduire une requête en déclaration d'inconstitutionnalité cette loi de finances. Modeste Bazangoy nous en dit plus. Adoptée récemment par le Parlement, la loi des finances 2023 suscite des réactions. À l'occurrence, celle du COPIL citoyen qui reproche à cette loi de finances plusieurs anomalies, tant sur le fond que sur la forme. C'est fort de ce constat que le mouvement citoyen a saisi la Cour constitutionnelle, estimant que la dite loi est anticonstitutionnelle. On a démontré qu'il y avait plusieurs erreurs de calcul dans cette loi de finances. Et ces erreurs de calcul remettent en cause le principe constitutionnel de l'équilibre du budget. Parce que le budget doit être voté en équilibre. Le total des recettes doit être exactement égal au total des ressources. Même s'il y a 1 franc de différence, c'est une violation de la Constitution, nous l'avons démontré. Le ministère, les députés ont par exemple retiré 1,5 milliard au budget du ministère de l'économie forestière pour le réaffecter au ministère au niveau du budget du ministère de l'Agriculture, mais sans procéder aux imputations internes. Le COPIL citoyen trouve d'incohérent l'inscription budgétaire sur la loi de finances qui consacre 100 milliards de francs CFA pour l'organisation des futures élections générales. Le gouvernement a retiré de la ligne budgétaire de l'organisme en charge des élections le montant nécessaire à l'organisation des élections pour l'insérer dans une autre ligne budgétaire qu'on appelle les dépenses transversales. Alors que depuis la nuit des temps, depuis que les élections sont organisées, le budget nécessaire aux élections a toujours été logé dans la ligne budgétaire affectée à l'organisme qui organise les élections. Sur le fond, le COPIL citoyen a démontré à la Cour que le budget affecté à l'organisation des élections générales est au-dessus de l'ensemble des budgets de toutes les élections organisées depuis ces 17 dernières années. 2005 élections présidentielles, donc de 2005 à aujourd'hui, ça fait 3 élections présidentielles, 3 élections législatives, 3 élections locales. Et on ne peut pas avoir pour une élection générale un montant qui soit supérieur à la somme des élections organisées depuis les 17 dernières années. Ce n'est pas possible. Le COPIL a également saisi la communauté internationale pour la même cause. Mais pour l'instant, tous les regards sont fixés vers la Cour constitutionnelle qui devra décider de la recevabilité ou non de cette requête.
Et en image, nous parlons de cet éboulement qui empêche les trains de desservir une grande partie du pays et qui paralyse considérablement les activités des opérateurs économiques et prive également les habitants de ces localités de plusieurs vivres, raison pour laquelle plusieurs membres du gouvernement et les acteurs de la distribution des hydrocarbures se sont réunis dans la capitale gabonaise afin de trouver une solution à la crise observée dans le sud-est du pays depuis l'arrêt du trafic ferroviaire. Nous parlons assainissement à présent. Dans le septentrion, le gouverneur de la province du Wolontem, Jules Ndjeki, a procédé à la remise officielle des dossiers de candidature au concours national de l'arrondissement le plus propre. Les dossiers étaient adressés aux membres du bureau du conseil municipal de la ville d'Oyem. Jessica Ondjoa nous fait le point. En présence de l'ensemble des conseillers municipaux de la commune d'Oyem, la remise des dossiers de candidature au concours national de l'arrondissement le plus propre du Gabon s'est effectuée par le gouverneur de la province du Wolontem. Ça veut dire que vous devez en prendre connaissance et c'est pour moi l'occasion aussi de renouveler ma disponibilité. Au cas où il y aurait des zones d'ombre, nous échangerons toujours sur... Je profite aussi de l'occasion de vous exhorter à candidater. Ça ne coûte rien être candidat à quelque chose, en ayant à l'esprit qu'en bout de ligne, si on est gagnant, je pense qu'on sera bénéficiaire. Et cela permettra de consolider ce qui aurait été fait dans le cadre de la propreté et du développement durable de vos arrondissements. Un exemplaire du dossier a été remis en présence du dépositaire de l'autorité de l'État qui a quant à lui procédé au lancement du processus de dépôt de dossiers de candidature. Ouverture de la réception des dossiers à travers la plateforme digitale 1er février 2023. Lancement de la plateforme participative 1er février 2023. Clôture des soumissions, le 28 février 2023. Évaluation et audit, 10 mars 2023. Présélection des lauréats, 24 mars 2023. Délibération du jury, 25 mars 2023. Clôture et annonce du lauréat du prix, 30 mars 2023. Cérémonie de remise du prix. Reste à préciser. Le concours national de l'arrondissement le plus propre est effectif. Chaque province déploie donc sa stratégie pour remporter le prix de l'arrondissement le plus propre, vert et résilient. Et toujours en image, nous parlons à présent de cet accident de la circulation qui a eu lieu hier vendredi à quelques kilomètres de la ville de Lambaréné. C'est dans le Moyen-Ogooué. Un bus de transport a fait une sortie de route sur le carreau. On dénombre un mort et plusieurs blessés. Depuis toujours inféodés à d'autres structures syndicales, les retraités du Gabon ont désormais leur propre syndicat, le SINAREG, c'est son nom. Celui-ci aura pour vocation de défendre exclusivement les intérêts des personnes mises en retraite à travers le pays, comme nous l'explique Alexandre Mba dans ce reportage. Le monde syndical gabonais désormais a un nouveau bébé. Entendez par là le syndicat national des retraités du Gabon, une entité syndicale qui voit le jour suite à une réflexion profonde. Nous allons ouvrir nos activités syndicales afin que nous-mêmes, nous puissions participer à toutes les activités qui concernent les retraités. Voilà, chers amis, voilà, chers camarades, ce pour lequel nous nous retrouvons ici ce matin. Nous venons donc commencer avec nos activités en disant à l'opinion nationale que désormais, nous voulons régler nos problèmes nous-mêmes. Au regard de la floraison des syndicats au Gabon, le SINAREG se veut singulier dans sa philosophie. Il y a combien de syndicats qui sont proprement dirigés par, n'est-ce pas, le retraité? Il y en a combien?
zéro. Alors notre syndicat, c'est le premier syndicat qui va parler des retraités au sein duquel il n'y aura que les retraités. Donc pour nous qui venons de le créer, ça n'est pas un syndicat de trop. Les batailles pour un mieux-être du retraité au Gabon étant difficiles, le directeur du SINAREG invite les retraités à l'unisson. Et puis j'ai dit à mes collègues retraités, oui, hier nous étions sous le soleil, on nous trimballait à gauche, à droite, on nous disait des choses vertes, parce qu'on n'avait pas de maison. Mais maintenant nous venons de construire une maison. Messieurs, si vous restez sous le soleil, libre à vous. Si vous restez encore sous les intempéries, mais c'est votre choix. Mais autrement dit, pour notre part, voici une maison bien bâtie, elle est tendue. Venez dans cette maison. Il faut dire que plusieurs années durant, les retraités étaient inféodés au MSTG qui s'occupe essentiellement des préoccupations des travailleurs actifs. Et comme annoncé en titre au Mali, les 46 soldats ivoiriens détenus à Bamako et que le Mali accuse d'être des mercenaires ont été condamnés ce vendredi 30 décembre à 20 ans de prison. Les 3 soldats libérés en septembre ont écopé de la peine de mort par contumace. Ce verdict intervient quelques jours seulement après que Bamako et Abidjan ont signé un mémorandum concernant la libération de ces soldats. Sidela Niman. D'après le communiqué de la Cour d'appel, 2 arrêts ont été rendus après les audiences des 29 et 30 décembre 2022 dans l'affaire contre les 49 soldats ivoiriens accusés entre autres d'atteinte à la sûreté de l'État. Par le premier arrêt, les 46 soldats toujours présents sur le sol malien ont été condamnés à 20 ans de réclusion criminelle et 2 millions d'amendes chacun. Ils sont précisément accusés de complot contre le gouvernement malien, d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État, de détention, port et transport d'armes et de munitions de guerre ou de défense intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle et collective ayant pour but de troubler l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Par le second arrêt, les 3 femmes qui avaient été libérées après négociation ont été condamnées à la peine de mort par contumace et à une amende de 10 millions de francs CFA chacune pour les mêmes infractions retenues à la charge de leurs co-accusés. Ce verdict lourd ne contredit toutefois pas, selon les observateurs, l'accord signé le 22 décembre par Bamako et Abidjan, car la possibilité d'une grâce présidentielle existe toujours. Assimi Goïta, le chef de la junte malienne, doit s'exprimer ce samedi 31 décembre à l'occasion de ses vœux à la nation. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest avait donné un ultimatum jusqu'au 31 décembre 2022 pour leur libération. Et pas très loin au Sénégal, des centaines de Sénégalais ont manifesté hier vendredi à Dakar pour réclamer des poursuites judiciaires après de nombreuses irrégularités relevées dans un rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds anti-Covid. De son côté, le gouvernement soutient que ces irrégularités ne concernent qu'une infime partie de la somme totale. Des dizaines de pancartes dénonçant la mauvaise gestion du gouvernement des fonds Covid. La foule s'est rassemblée place de la Nation à Dakar à l'appel d'une douzaine d'organisations de la société civile. Mi-décembre, un audit de la Cour des comptes du Sénégal sur le fonds de riposte contre les effets du Covid-19 d'un montant de plus de 740 milliards de francs CFA, financé par des bailleurs et l'État en 2020 et 2021, a pointé des manquements, des surfacturations ou encore des absences de justificatifs des dépenses. La société civile réitère ses exigences. 1. Que la démission de tous les mis en cause ou à défaut qu'ils soient démis de leurs fonctions, tous les ministres cités, tous les fonctionnaires cités, qu'ils soient démis de leurs fonctions sans délai. Le remboursement des montants détournés ou la confiscation des biens matériels ou fonciers des personnes indexées de ces détournements présumés. L'ouverture des 12 informations judiciaires demandées par la Cour des comptes. Enfin, la mise en place d'un comité de suivi de ces recommandations avec l'implication de la société civile. Le slogan « Non au troisième mandat » figurait sur plusieurs pancartes en raison du doute qui persiste sur la décision du président Macky Sall, élu en 2012 pour 7 ans et réélu en 2019 pour 5 ans, de se représenter à la présidentielle de 2024. Il y a trop d'injustice.
Il y a une justice à deux vitesses. Une justice pour les autres et une justice pour les autres. Donc aujourd'hui, quand on parle de détournement de milliards et que la justice ne se mise pas, la justice ne se prononce pas, il est quand même temps que la population intervienne. Voilà ma présence ici. Le gouvernement s'est défendu en soulignant que les manquements relevés portent sur moins d'1% du montant total du fonds et a promis de suivre les recommandations de la Cour des comptes. Et en image, le pape émérite Benoît XVI est mort ce samedi 31 décembre à l'âge de 95 ans. Joseph Ratzinger succéda à Jean-Paul II le 19 avril 2005. Gardien du dogme, ce pape intellectuellement brillant mais très anti-libéral sur les questions de société eut un pontificat marqué par de nombreuses controverses et scandales. L'homme épuisé finit par renoncer en 2013, laissant la place à l'élection du pape François, une première pour un souverain pontife depuis plus de 700 ans. Face à cette triste annonce, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré, et je cite, « Nous nous souvenons du pape Benoît comme d'un humble homme de prière et d'étude, fondé sur des principes de sa foi, infatigable dans sa poursuite de la paix, déterminé dans sa défense des droits de l'homme. Il était un guide spirituel pour des millions de personnes à travers le monde et l'un des principaux théologiens universitaires de son époque. » Fin des citations. 2022 n'a pas été de tout repos pour l'Organisation des Nations Unies. Entre la crise en Ukraine, les catastrophes naturelles et le réchauffement climatique. Cette organisation supra-étatique, lors de son bilan annuel, a invité l'ensemble des États à plus de responsabilités face à la paix et à la nature. Le récit est d'Alexandre Monde. En cette période de fin d'année, l'heure est au bilan à l'Organisation des Nations Unies. Du changement climatique aux situations conflictuelles, en passant par des catastrophes naturelles, le travail des Nations Unies est resté vital dans une année marquée par de multiples crises qui s'échevauchent. Le secrétaire général de l'ONU a saisi cette occasion pour interpeller le président russe Vladimir Poutine par rapport à la crise en Ukraine. C'est le moment le plus triste de mon mandat de secrétaire général des Nations Unies. J'ai commencé cette réunion du Conseil de sécurité pour m'adresser au président Poutine en lui disant, du fond du cœur, arrêtez vos troupes d'une offensive contre l'Ukraine. Donnez une chance à la paix, car trop de gens sont déjà morts. Antonio Guterres est également revenu sur l'urgence de doubler d'ardeur pour mieux faire face au dérèglement climatique. J'ai vu de nombreuses catastrophes humanitaires dans le monde, mais je n'ai vu de carnage climatique de cette ampleur. Je n'ai tout simplement de mots de décrire ce que je vois aujourd'hui. Le changement climatique a eu un impact sur le monde entier. Face aux conflits qui secouent l'ensemble de la planète, l'ONU invite les États à faire de la paix une priorité. Il est juste en notre pouvoir de faire cette différence et ce changement définissable. Et nous devons décider si nous voulons défendre la paix ou si nous voulons défendre l'amour. Et si nous déciderons de défendre la prospérité, sachant que nous choisissons de le faire au moment le plus difficile. Selon l'Organisation des Nations Unies, 2023, plus que jamais, doit être l'année de la paix. La paix entre les humains par le dialogue pour mettre fin au conflit. La paix avec la nature et le climat pour construire un monde plus durable. Et en image pour clore cette édition d'information, après une aventure écourtée en Manchester United qui aura débouché sur la réalisation de son contrat, la résiliation de son contrat, Cristiano Ronaldo, aujourd'hui âgé de 37 ans, a donc décidé de quitter le football européen pour poser ses valises en Arabie Saoudite. Le quintuple Ballon d'Or évoluera sous les couleurs d'Al Nassr jusqu'en 2025. Une arrivée officialisée hier soir par l'écurie entraînée par Rudy Garcia. Ce transfert, bien qu'attendu depuis quelques jours, reste pour autant un véritable séisme dans le monde du football. Cristiano Ronaldo devrait en effet toucher
environ 200 millions d'euros lors de son séjour en Saudi Pro League. Dans le détail, l'international portugais toucherait alors 16,67 millions d'euros par mois, plus de 555 000 euros par jour, mais aussi 23 150 euros par heure. En poussant la chose un peu plus loin, on peut même imaginer que CR7 serait payé à 286 euros par minute, même, et 6,5 euros par seconde. Il s'agit bien évidemment du plus gros contrat de l'histoire du football et même de l'histoire du sport en général. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes et en replay sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Bonne et heureuse année 2023 à toutes et à tous. Bonsoir.